Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de stream ce week-end, je le sais, mais j'ai une bonne excuse puisque, comme vous le savez, cette année, je me suis engagé avec Konami à vous commenter tous les WCQ. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un WCQ pour les néophytes? C'est les World Championship Qualifiers, donc les tournois régionaux permettant de se qualifier au championnat d'Europe. Et du coup, ce week-end se déroulait un régional à Avrier, qui est un petit village à quoi 10 minutes d'Angers. Et malheureusement, on n'avait pas un débit suffisant pour vous commenter tout ça. Et donc, je me suis dit, j'ai pas joué depuis 2014, pourquoi pas se faire un petit deck et aller jouer, voir un peu comment le jeu a évolué, l'ambiance, ce que je ressens par rapport au niveau moyen des joueurs que j'ai affrontés et tout. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que nombreux d'entre vous espèrent se qualifier au championnat d'Europe. Il y en a peut-être qui sont qualifiés 5, 6, 7, 8 fois dans chaque tournoi. Peut-être d'autres qui ont un peu plus de mal. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager un peu mon ressenti. Du coup, il y avait 266 joueurs, il y a eu 9 rondes, j'ai fait 7-2. J'ai absolument aucune prétention dans cette vidéo. J'ai un volume de jeu qui est vraiment pas suffisant pour tout simplement prétendre à des choses telles. Mais à force de streamer tous les jours sur Twitch, d'ailleurs, n'hésitez pas les gars, 16 h aujourd'hui sur Twitch, on sera encore présent. Du coup, je me suis dit, ça serait marrant d'aller jouer, de se faire un petit tournoi. C'est peut-être le seul que je ferai dans l'année, en tout cas en termes de WCQ, mais je trouvais que c'était assez rigolo. Donc du coup, je suis parti le faire. Et je finis, je crois, 17ème. Alors malheureusement, c'est terrible parce que du coup, la 16ème place donnait beaucoup plus de lots, mais on n'est pas là pour ça. Et donc du coup, je vais vous partager un peu ce que j'ai joué, ce que j'ai ressenti. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai filmé toutes mes games. Malheureusement, j'aurais pas soit l'avant-dernière, soit les deux dernières. Parce qu'en fait, quelqu'un a débranché le PC sans faire exprès en marchant. Et donc du coup, j'ai pas fait gaffe que OBS s'était arrêté. Mais du coup, en fait, l'organisation m'a permis de filmer mes games en me mettant sur une table à part, ce qui va me permettre de vous partager un peu mes games pour qu'on puisse échanger ensemble sur ce que j'ai bien fait, mal fait. Parce que évidemment, un tournoi c'est long et vous le savez. Vous le savez comment ça se passe. Et donc, à côté de ça, ça vous permettra aussi de peut-être voir un peu comment ça se passe en tournois régionaux. Du coup, on va passer cette caméra-là. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre le contenu. Ça motive à faire des vidéos spécialisées pour YouTube plutôt que juste des replays Twitch. Quelque chose qui est plutôt sympa. Donc évidemment, j'ai joué Snake Eye. J'ai joué Snake Eye. Mon ressenti sur le deck, c'est que c'est extrêmement fort. Pour le débat tier 0, ou pas, ça j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je suis assez d'accord avec l'avis des gens qui disent que c'est plus fort qu'un simple tier 1, mais pas assez pour un tier 0. C'est probablement ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'approchera d'un tier 0 s'il y avait des compétitions plus importantes? Peut-être. Maintenant, voilà. Je vous donnerai mon avis par rapport à la liste et par rapport à ce que je ressens sur les faiblesses et les forces du deck à la fin. Pour l'instant, je vais vous montrer ce que je joue. Donc là, ici, on a évidemment le package obligatoire. Donc Snake Eyes Pure, on joue un Jet pour les synchros. On joue un One for One. 3 Wanted. 3 Diabel, évidemment, ça c'est obligatoire. Le Temple et le butin original. Les 3 Feux Ardents pour aller tuto. Le Hawk x1 qu'on a tout le temps en main de départ. Les 2 Poplars. Les 3 Frênes, évidemment, qui est la meilleure carte de votre deck. Et les 2 Flamberges. Donc ça, c'est un package de cartes qui, selon moi, en tout cas si vous jouez pur, est obligatoire. La présence de Jets dépend évidemment de vos choix et de vos préférences. Après avoir joué un peu plus, mais à culpa, je considère qu'il faut le jouer dans pur. Mais voilà, globalement, la base de monstre. Donc ça nous fait quand même une base de cartes qui est pas bougeable finalement, mais qui converge tout le temps avec cette idée d'avoir Frêne. Ensuite, niveau on-trap, on avait évidemment tout ce qu'il faut, puisqu'on avait 3 impermes, une Ghostbell random, 3 Veiler, 3 Nibiru, 3 H, 2 Mourner. Bon, globalement, pourquoi je joue autant d'entrap? Parce que j'ai la sensation que le deck excelle s'il empêche l'adversaire de jouer plus que pour remonter des boards. En tout cas, avec la version que je joue, il y a des gens qui ont pour but de plus remonter des boards. Mais l'idée, c'est que, étant donné que j'ai pas de temps de jeu, en tout cas pas de temps de jeu effectif contre la plupart des decks qui ne sont pas Snake Eye, je considère que si j'empêche mon adversaire de jouer, j'ai plus de chances de gagner que si je dois remonter un board parce que je vais être confronté à des scénarios que j'ai pas forcément affrontés en fait. Donc du coup, on est parti là-dessus et ça s'est mis plutôt bien. Et ensuite, du coup, pour terminer, on a les 3 crossout qui
selon moi, ne sont pas forcément indispensables, mais qui permettent d'avoir un confort de jeu qui est quand même pas mal sur un tournoi qui va durer très très longtemps. Donc du coup, je les ai mis. En termes de design, je suis pas fan de la carte, mais l'idée c'est qu'avec tous les hand traps qu'on joue, bah, ça se met plutôt bien. Voilà, le concept de la carte est un peu dramatique selon moi, mais bon, on y est. Derrière, on a un TTT. Pourquoi on a un TTT et pas plus? Parce que je considère que la carte est soit exceptionnelle, soit nulle à chier. Elle n'a pas de juste milieu. Et elle répond à des situations précises qui arrivent souvent, certes. Mais l'idée, c'est que le deck, il cherche une certaine stabilité et pas forcément avoir des cartes qui ne font rien toutes seules. Et étant donné qu'on joue 3 cross-out et beaucoup de hand trap, on a énormément de... Comment dire? En fait, c'est souvent des combinaisons de 1, 2, voire 3 cartes qui nous font gagner. Et donc avoir des cartes qui font rien toutes seules, ça me chauffait pas trop. Donc je considère que 1, entre guillemets, le juste milieu, malgré la puissance de la carte. Et c'est pour ça qu'on joue ça. Et derrière, une carte que j'ai dû rendre parce que malheureusement, je n'en ai pas. Je me suis fait carotte alors que je les ai achetés et je les ai jamais reçus. C'est Berceuse de l'Obéissance. Donc vous l'avez compris, pour ceux qui suivent vraiment beaucoup les analyses de decklist, c'est la liste à la carte près de John Wang qui a gagné l'YCS de Sydney, qui a trouvé un juste milieu qui pour moi est assez bon avec Siding Pattern, qui justifie de jouer à 41 plutôt que 40, même si j'aurais préféré jouer à 40. Par rapport au match-up que j'ai eu, vous le verrez dans les matchs que je vous remettrai sur YouTube ou sur Twitch si vous venez me suivre tous les jours en live. Vous verrez que bah, c'est un choix qui n'a pas forcément porté ses fruits par rapport au tournoi, comment il s'est déroulé. Mais je regrette pas de l'avoir joué et je considère, en fait, je considère que Snake Eye est un deck qui préférerait avoir accès plus de fois aux cartes qu'il joue plutôt qu'à d'autres cartes. Et donc à partir de là, je considère que cette carte, donc vous voyez ici là, normalement, si je suis pas trop nul avec mon logiciel, permet cela parce que du coup, elle vous permet soit d'avoir un accès au hand trap, soit d'avoir un accès à un starter en mirror. Et donc du coup, l'idée c'est que cette carte, en fait, elle se met très très bien avec ça. Carte-ci, pardon, je vais vous montrer tout de suite. Avec Prométhéane, parce que du coup, l'adversaire a le choix soit de vous la mettre de vous l'invoquer SP, soit de vous la mettre en main. Et l'idée c'est que bah, si vous avez ça sur le board, si jamais vous sélectionnez une carte qui n'est pas feu, bah, l'adversaire ne peut pas vous l'invoquer spécialement parce que vous n'avez pas le droit d'invoquer des monstres qui ne sont pas feu. Et donc du coup, ça vous permet souvent d'avoir un accès à des cartes très intéressantes. En général, Nibiru et Fake Veiler sont des cartes que vous pouvez cibler avec cette carte dans une situation où vous n'allez pas forcément vouloir un starter. À côté de ça, la carte a d'autres avantages aussi, c'est qu'elle permet d'avoir des loops beaucoup plus fortes que en mirror que H Diabel. Il faut savoir que Lullaby sur H et Diabel, c'est plus fort que H Diabel. Si jamais vous savez pas trop ce que ça fait, n'hésitez pas à regarder ce que Pac a présenté après l'YCS. Au pire des cas, je ferai peut-être une vidéo combo où je reproduirai un peu ce qu'il fait si jamais vous voulez ça en français. Hop. Donc ça c'était le main deck. Au niveau de l'extra, alors au niveau de l'extra, il n'y a vraiment aucune surprise. Il y a un choix débattable selon moi. Donc évidemment, vu qu'on joue Jet, on joue les 3 synchros. Ne m'insultez pas en commentaire parce que ma formula est commune. C'est la faute de Walid Benabes qui devait m'en ramener une en US et qui a totalement oublié. À côté de ça, Lien Kuribo qui est évidemment mandatory. La Dark, le Phoenix, la SP, la Mascarena, Ita. Ça, c'est pas débattable, hein, selon moi, c'est impossible à virer. Les cartes offrent toute une polyvalence qui est vraiment indispensable. Ensuite, on va avoir une Selene et une Prométhéane. Pareil, j'ai du mal à comprendre que certains ne jouent pas cette carte, surtout quand on joue Lullaby, parce qu'elle permet souvent d'avoir un accès à Apo en plus d'une combo classique. Hop. Et du coup, en 4, on va avoir Salamangreat, Grande Phoenix et Zelantis pour l'OTK. Un access code qui permet de forcer Nibiru pour derrière tuer avec ça. Donc l'idée c'est que comment vous allez jouer autour de Nib quand vous êtes sur le point de tuer. Vous allez faire assez de summon pour poser ça. Donc lui aura 5003 parce que du coup il passera avec la Selene plus Flamberge, ça fait 8003. L'adversaire en fin de main est obligé de déclarer Nibiru. Tout va au cimetière, le Flamberge réinvoque et du coup vous avez un accès Zelantis qui est assez simple pour tuer. Et Apollousa qui pour moi, alors je sais que c'est pas mal débattable par quelques personnes mais ce n'est pas que table, notamment pour sa polyvalence dans les match-ups pas prévus. Beaucoup de gens aiment bien Typhon, c'est ma 16e carte. Malheureusement, je n'ai pas trouvé moyen de le mettre tout simplement. Ensuite, en side, du coup, j'ai deux autres Lullaby. Donc Lullaby qui est ici, hop.
Donc 2 Otulabai pour rentrer en miroir. Ça me paraît très très bien. Ensuite, on a évidemment les 4 bestiaux pour Branded, Voiceless, Whatever, Darklight. J'en ai pas affronté, donc du coup malheureusement j'ai pas trop pu m'en servir. Maintenant, c'est pas une mauvaise nouvelle de pas en avoir affronté, parce que je pense que, étant donné que je connaissais pas forcément les interactions de Branded, parce que bah, je n'ai pas le temps en fait, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, même si évidemment les quelques bases je connaissais un peu. Ensuite, ça c'est un peu le petit kiff de la journée, j'avais ça. Donc mon raisonnement c'est que ça, c'est des cartes qui sont très très bonnes en go second, mais qui prennent énormément de place dans le side. Selon moi, la force de ces cartes, c'est que, 1, elles se prennent pas cross-out, parce que du coup, quand vous jouez en miroir, l'adversaire va tout le temps avoir cross-out en go first, et donc du coup, avoir des cartes qui se prennent pas cross-out, parce que l'adversaire les aura jamais dans son deck, je trouve que c'est très intéressant. À côté de ça, j'ai un magnifique Gamma en gold prêté par ce bon vieux Edouard, qui me débecte, hein, parce qu'il est en gold. Gamma reste une carte qui est selon moi très très bonne. Alors évidemment j'ai eu le baptême du feu, hein, puisque la première ronde où j'ai sidé ça, je l'ai eu en main de départ, lui ce connard là. Mais bon, je suis vraiment pas déçu de ces cartes là, ça a été vraiment la bonne surprise pour moi. Il y a un côté polyvalence que j'aime beaucoup, parce qu'aujourd'hui les magies, que ce soit les magies de terrain ou les magies hautes, sont vraiment vraiment bonnes. Et donc à partir de là, j'estime que ces cartes là sont vraiment vraiment bonnes. Même si évidemment ça reste débattable, parce que le problème bah, c'est que ça prend énormément de place en side. Ensuite j'avais 2 cyclones, tout le monde sait que je critique énormément cette carte, mais j'ai décidé de les mettre, parce que mon raisonnement c'était que si jamais je tombais dans un bracket avec des défaites très tôt, ça allait être des cartes qui allaient être potentiellement très utiles pour enlever des floodgates et autres, et je les ai même couplées à 2 orages. Encore une fois avec le même raisonnement, aujourd'hui Plunder, Cash et tous ces autres decks sont des decks qui sont beaucoup plus présents que ce qu'on peut penser. Et donc, selon moi, les respecter et avoir des cartes qui peuvent potentiellement faire la différence à certains moments très précis, contre tous ces decks pas forcément attendus, je pense que c'est important. J'ai beaucoup de mal à savoir si cette carte est vraiment intéressante. Est-ce que je devrais peut-être mettre un plumeau et une autre carte? Je trouve que la polyvalente offerte par cette carte, par rapport à la connaissance que j'avais du format, vu que j'ai pas fait un seul tournoi en construit en tout cas depuis 2014, selon moi c'était plutôt intéressant de les mettre, et donc j'ai bien aimé. Et du coup en 15ème, je pense que c'était la meilleure carte de mon side, c'était Subversion. Même raisonnement, pourquoi je mets ça plutôt qu'une carte beaucoup plus intéressante? Parce que je considère que ma méconnaissance de certains match-ups, je dois en faire une force et pas une faiblesse, même si c'est fondamentalement une faiblesse. Et donc à partir de là, cette carte qui est tutorisable peut aller chercher un M-Pen, peut aller chercher un Mirror Jade, peut aller chercher n'importe quoi qui cherche à être problématique. Et donc à partir de là, je considère que ça, c'est mandatory. C'est-à-dire que si vous êtes dans la même position que moi, je sais pas, vous travaillez, vous n'avez pas forcément énormément de temps à consacrer à votre entraînement, cette carte-là règle tous les problèmes. Elle est fondamentalement moins forte que d'autres cartes, mais elle vous permet d'avoir une polyvalence qui est plutôt intéressante, et surtout bah, d'avoir un accès à un removal directement grâce évidemment à cette carte-là, qui est quand même, je pense, la carte la plus cool, puisque on peut poser une magie piège putain du péché, et c'en est une. Et en plus, on peut l'activer directement. Donc moi, j'avoue que je suis très très fan. Donc du coup, vous l'avez compris, il n'y a qu'une seule carte qui change par rapport au deck, je crois que de Jason Wang, puisque lui joue Kurikara et moi je joue ça. L'approche qu'il avait par rapport au deck me semble extrêmement correcte. Il y a un truc qui est débattable, c'est que vous l'avez compris, j'ai pas de parfum anti-magie, j'ai pas de summon limit. Mon raisonnement, c'est que ça rend potentiellement certaines cartes de side moins intéressantes chez mon adversaire, pendant que je vois qu'il y a une pochette qui s'est posée là. Probablement en mélangeant, ce qui me fout le seum. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en ai pour les changer. Et donc du coup, je me suis vraiment bien amusé. Je suis tombé contre des adversaires qui étaient vraiment cool. J'étais un peu gêné dernière ronde, parce que du coup je me disais, mais moi vu que je vais pas faire le championnat d'Europe, parce que du coup bah, c'est pas mon objectif, contre le commenter, le faire vivre à la communauté française de la meilleure des manières, j'étais un peu gêné par rapport à la dernière ronde, parce que j'étais en mode putain, si mon adversaire est pas qualifié, c'est pas cool ce que je fais. Et au final bah, il était déjà qualifié, et on a passé un super match, le mec était super sympa. Et donc voilà, donc du coup c'était ma petite expérience. Évidemment j'ai pas fait un résultat de fou, j'ai juste été chercher un petit 7-2
n'a rien à envier à tout ce que font des joueurs qui tryhardent le jeu. Mais je trouvais assez sympa le fait de vous partager mon expérience parce que y a plein de gens d'entre vous qui vont faire les régionaux, qui vont faire le championnat de France. Et donc, voilà. Donc si vous voulez voir les matchs, ça sera un match tous les 2 jours, je pense, sur YouTube, que je mettrai. Sinon, sur Twitch, on va commencer à React aujourd'hui à partir de 16h. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, pour... encore une fois, je suis désolé de le rappeler, mais c'est vrai que c'est une partie horrible de ce métier. Et on se retrouve tout à l'heure sur Twitch pour ceux que ça intéresse. Et sinon, sur YouTube, les vidéos devraient arriver des match par match, un peu dans le courant de la semaine, à savoir que ça sera... Alors, je sais pas trop, est-ce que vous préférez que je mette juste les matchs ou que je mette les matchs avec mon ressenti, que je vous explique pourquoi j'ai fait ça ou ça, ou à contrario, quel était mon thinking process, donc mon raisonnement, quand l'adversaire faisait quelque chose. Ça, j'avoue que j'ai peut-être besoin de vous. Vous me direz. Et voilà. Bonne journée à tous, bonne semaine, et merci de m'avoir écouté.